Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans le décryptage. Pour commencer ce programme du soir, et c'est bien évidemment avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la Syrie. Quelle Syrie après la chute de Assad au Moyen-Orient? Ce sera notre interrogation avec vous. Avant d'imaginer l'avenir de ce pays après la chute de Bachar al-Assad, que se passe-t-il réellement en Syrie ces derniers temps? Quelles sont les dernières actualités de ce pays? Il est clair actuellement que HTC, Hayat Tahrir al-Sham, est en train de prendre le pouvoir, puisque pendant un temps, les gens s'interrogeaient sur quelle attitude les autres groupes rebelles qui sont sur le sol syrien allaient avoir. On regardait surtout du côté de l'État islamique, du côté de Al-Qaïda, puisqu'ils sont présents, du côté des Kurdes, puisque eux également sont présents sur le sol syrien. Mais c'est clair que HTC se présente actuellement véritablement comme étant la force la plus importante sur le territoire syrien. Et certains des groupes commencent à signer avec eux des accords pour qu'il n'y ait pas de combat pour la récupération d'un certain nombre de territoires. Leur leader également, Abu Mohamed al-Jawlani, commence à tenir un discours d'apaisement pour les Syriens, pas seulement ceux qui sont sur le sol syrien. Il appelle même les Syriens qui se sont réfugiés à l'étranger de revenir pour que la Syrie soit construite. Il parle de nouvelle Syrie qui va être construite avec tous les Syriens, alors que les gens s'interrogeaient, puisque d'un point de vue ethnique, tout comme d'un point de vue religieux, il y a une composition particulière de la Syrie. Les gens s'interrogent également du fait que la Syrie était un enjeu. Bachar el-Assad était soutenu particulièrement par la Russie, par l'Iran, et ce n'était pas seulement pour soutenir Bachar al-Assad, mais c'était pour avoir un pied également dans cette zone qui, comme on le sait, est une zone plutôt instable au moment où nous parlons. Il y a des interrogations sur qu'est-ce que HTC va faire, quelle direction ils vont prendre. Pour dire vrai, on est véritablement dans l'expectative actuellement sur l'avenir de la Syrie. On pourrait même dire qu'on est en face d'un casse-tête chinois, bien malin, celui qui va pouvoir dire d'ores et déjà dans quelle direction on va aller. Alors, la situation est comme telle. Quel est son impact sur la géopolitique au Moyen-Orient? Un président qui a fui finalement pour se réfugier en Russie avec tout ce qu'on connaît, les rebelles qui ont pris le pouvoir et tous les groupes pendant plusieurs années de combat. Finalement, quel impact de cette chute de Bachar al-Assad sur le Moyen-Orient? Il y a d'abord un impact sur la Syrie, puisque la chute de certains pouvoirs permet de confirmer un certain nombre de choses. On parlait des prisons, on parlait des tortures, on parlait de plein de choses. On a ouvert les prisons, les gens ont vu pire que ce qui était dit, et malheureusement c'est souvent comme cela. Et ça crée une sorte de libération, une sorte d'effervescence. Quand on voit les Syriens, pour le moment, c'est plutôt la fête en termes de libération, bien que à côté de la fête, il y a cette inquiétude aussi sur qu'est-ce que la Syrie va devenir. Maintenant, la Syrie appartient à un ensemble. La Syrie de Bachar était en train de rejoindre le monde arabe, qu'il avait à un certain moment exclu. Il y est retourné, mais difficilement, puisque Bachar el-Assad était assuré de la protection de l'Iran et de la Russie. Il n'avait pas réussi véritablement son retour par rapport au monde arabe. Il y avait une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays arabes au niveau de Doha. Les gens sont inquiets à ce niveau, puisque tout le monde se demande qu'est-ce que le HTC va faire au niveau de la Syrie. N'oublions pas que Abu Mohamed al-Jawlani a été membre de l'État islamique, il a été membre de Al-Qaïda. Enfin, il s'est affilié à ces deux mouvements en des moments différents, et ça inquiète. Ça inquiète les pays arabes, mais il y a autre chose également qui inquiète les pays arabes. Aujourd'hui, quand on regarde sa posture d'islamiste dans les pays arabes de façon générale, l'opposition la plus consistante, c'est l'opposition des islamistes. Si un islamiste s'installe au pouvoir en Syrie, ça peut servir de point d'appui pour l'opposition islamiste qui se trouve au niveau des autres pays arabes. Et ça, les pays arabes ne le voient pas du tout d'un bon œil.
et c'est un aspect que les gens laissent passer dans les analyses, dans ces pays arabes, on n'a pas peur de l'islamisme. Et ils font la part des choses entre l'islamisme et le djihadisme que je mettrais entre guillemets. Les gens n'en ont véritablement pas peur. Donc ça va poser ce problème. Ça va poser un autre problème qui ne touche pas seulement les pays arabes, mais qui touche également la Turquie, puisqu'il y a la question des Kurdes en Irak, en Turquie, en Syrie. Qui va se poser véritablement. Tout le monde connaît la position de la Turquie par rapport au PKK en particulier, alors que le PKK est considéré comme mouvement terroriste par la Turquie et en soutien par rapport également aux Kurdes qui sont en Syrie, que la Turquie n'hésite d'ailleurs pas à bombarder par moment. Vous avez de l'autre côté Israël qui s'interroge parce que si État islamique ou Al-Qaïda se retrouve en position de force, mais ces gens n'hésiteront pas à aller défendre les Palestiniens au niveau de Gaza, puisque cela fait partie de leur discours. Est-ce que le leader actuel, Al-Jawlani, va faire la même chose ou pas? On s'interroge. Israël est en train déjà de profiter, lui, pour essayer d'écraser État islamique en particulier au niveau de ses emplacements en Syrie en forme de prévision, et ils sont même en train de réoccuper le plateau du Golan. Vous avez vu plusieurs pays dénoncer cela parce que ça peut amener un autre enjeu par rapport à cette question liée à la Syrie. Donc voilà un certain nombre de problèmes qui se posent. Vous avez les États-Unis qui sont concernés parce que en Syrie, à la limite, chacun avait son groupe rebelle, si on peut l'appeler ainsi, puisqu'il soutenait un groupe rebelle. Vous avez les Russes également qui sont bien sûr concernés. Il n'y a pas longtemps, ils ont bombardé HTC, il ne faut pas qu'on l'oublie, quand ils ont commencé leur descente vers Damas. Il faut se poser la question, qu'est-ce que HTC va faire des Russes qui ont une base navale et une autre base également au niveau de la Syrie? Et l'Iran, que devient l'Iran et quelle est sa position finalement? La position n'est pas claire parce qu'on attend une véritable réaction de l'Iran. Tout ce qu'on voit, c'est l'Iran qui semble être en réflexion. L'argument qu'il donne, ils n'ont pas soutenu le pouvoir de Bachar al-Assad parce que le pouvoir n'a pas demandé ce soutien au régime iranien. C'est l'argument qui est donné actuellement par le pouvoir iranien. Mais tout le monde sait que le pouvoir iranien est aujourd'hui surtout préoccupé par cette guerre qui ne dit pas son nom entre l'Iran et Israël, mais par l'arrivée également du président Trump au niveau des États-Unis qui peut remettre en cause tout le travail que l'Iran était en train de faire pour retourner au niveau du concert des nations progressivement. La position de Trump par rapport à l'Iran est connue, la position de Trump par rapport à Israël est connue, et vous avez même en Israël certains qui disent mais il faut profiter de l'arrivée de Trump pour abattre l'Iran, puisque pour Israël, l'Iran est la menace la plus importante. Ce n'est pas la Syrie qui est dans une situation plutôt de désorganisation, mais c'est l'Iran. Et quand on le dit, c'est clair, on a vu quand l'Iran a envoyé ses missiles et autres sur Israël, il est clair que la menace de ce côté est plus importante que les autres menaces qui sont autour d'Israël. Et pourquoi Israël continue pas à bombarder la Syrie? Je me dis qu'Israël est en train d'anticiper par rapport à des adversaires connus. État islamique et Al-Qaïda en particulier, puisque vous avez des mouvements là-bas qui sont affiliés à ces deux organisations internationales. Et tout le monde connaît le discours de ces organisations par rapport à Israël. L'autre élément, Israël est en conflit à Gaza avec les Palestiniens et ces deux organisations sont des soutiens forts des Palestiniens, même si sur le terrain aujourd'hui, ils ne sont pas là d'un point de vue militaire. Israël craint peut-être que ce que le Hezbollah faisait au niveau du Liban, et le Hezbollah a été affaibli, que l'État islamique avec ses filiales ou que Al-Qaïda avec ses filiales ne fasse le même travail à partir de la Syrie pour soutenir Gaza. Donc ils sont en train de vouloir étouffer à la limite dans l'œuf ce qui pourrait être pour eux des mouvements qui vont fortement soutenir les Palestiniens au niveau de Gaza en particulier. Dans le monde arabe, on a vu plusieurs dirigeants de plusieurs années finalement tomber suite aux assauts menés par des groupes rebelles ou groupes terroristes. Est-on en train de vivre finalement une Libye bis ou Irak bis ou je ne sais quel pays bis en Syrie? Souhaitons que ça ne soit pas une Libye bis ou que ça ne soit pas également Irak bis, puisque dans ces pays, la chute
du monarque, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, on a vu ce que ça a donné. C'est une véritable déconfiture sur plusieurs années. Si on prend le cas de la Libye, le problème n'est pas résolu jusqu'à présent. Parce que quand on parle de Libye, il faut qu'on sache si tu parles de la Libye côté Tripoli ou si tu parles de la Libye de l'Est. Il n'y a plus cette Libye avec un président, avec des institutions, et cela est venu avec la chute du président Muammar el-Kadhafi. Quand on parle de l'Irak, on a un pays qui semble reconstitué, mais dans la réalité, les problèmes de fond sont toujours là. C'est un problème de rapport de force qui est là, qui se pose. Malgré le départ des Américains, on n'a pas vu cet Irak véritablement reconstitué pour aller sur le chemin du développement. Il ne faudrait pas souhaiter que la Syrie prenne ce chemin. Et à entendre Djaoulani qui tient pour le moment un discours dans lequel il essaye de rassurer les Syriens, il essaye également de rassurer la communauté internationale. Ils ont peut-être tiré des leçons de ce qui s'est passé en Syrie, en Libye plutôt, de ce qui s'est passé également au niveau de l'Irak, mais de ce qui se passe également en Afghanistan aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit de prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir et créer une guerre civile qui finalement, quand on regarde, ne fait pas mieux qu'un dictateur qui était sur place? Ils sont peut-être en train de réfléchir à cela. Ils ont mis en place un gouvernement qu'ils appellent provisoire, à qui ils ont donné 3 mois. Ils ne sont pas venus dégommer tout simplement ce qui était là. On a vu Djaoulani rencontrer l'ancien Premier ministre et ils sont en train de parler de transition entre le Premier ministre et le nouveau Premier ministre qu'ils viennent de nommer. Ben, je crois que c'est cette direction qui est la plus souhaitable, aussi bien pour la Syrie que même pour les pays alentours, parce que si la Syrie se retrouve encore dans une situation de guerre civile, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps, mais il est clair qu'on est véritablement sorti de l'ornière malgré la chute de Bachar al-Assad. Alors que font les rebelles pour éviter que la Syrie ne devienne peut-être une Libye bis? Ils tendent la main, ils ont tendu les mains, mais maintenant le problème, ce n'est pas simplement de tendre les mains à des groupes qui sont là, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on propose à ces groupes. Et sur ce plan, on n'a pas encore suffisamment d'éléments. Il y a des rencontres, on le voit rencontrer des groupes. Il y a des groupes qui ont accepté de venir s'affilier par rapport à HTC. Il y a d'autres groupes qui attendent. Vous avez le cas des Kurdes, par exemple, qui occupent des espaces. Qu'est-ce qui va être fait? Est-ce qu'on va leur dire que ces espaces font partie de la Syrie, point? Ou est-ce qu'ils vont les combattre tout simplement? Eux, ils ont été soutenus, la HTC a été soutenue par la Turquie, mais tout le monde connaît la position de la Turquie par rapport à ces groupes turcs. Est-ce que la Turquie également ne va pas vouloir faire comme Israël, c'est-à-dire profiter de la situation pour régler ce problème des Kurdes? En ce moment, HTC risque de faire face à ces Kurdes qui, eux, ne veulent pas entendre parler de la Turquie, qui se considère comme un ennemi pratiquement, et je le disais tantôt, la Turquie bombarde parfois ses positions turques, aux Kurdes plutôt au niveau de la Syrie. Donc c'est clair que pour le moment, le problème, il est encore là. On n'a pas encore une direction claire qui est donnée par Djaoulani, à part le fait qu'il veut rassembler tous les Syriens. Ben, c'est une très bonne chose, mais comment les mettre ensemble avec toutes les contradictions qui existent entre ces Syriens? Il n'a pas encore trouvé, on dirait, la recette miracle. Parce que pour le moment, le slogan, il est là, mais sur le terrain, de façon pratique, on ne voit pas encore cela se réaliser. Est-ce que dans la projection, on voit le HTC durer au pouvoir, reconstruire une Libye comme ils le veulent? Ben, je me dis que c'est vers ça qu'on va aller, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, le HTC va jouer un rôle décisif dans ce que la Syrie va être demain. C'est clair, c'est net. Ils sont en position de force par rapport à tous les autres mouvements. Ils ont le soutien de la Turquie. Un autre élément, le fait qu'ils tiennent ce discours islamiste semble être accepté également à l'échelle internationale, puisque on a vu l'envoyé spécial des Nations Unies dire qu'il y a une nouvelle compréhension d'une nouvelle réalité au niveau de la Syrie. C'est-à-dire on n'est plus dans le rejet de l'islamiste tout simplement, de façon globale, mais c'est comme si on se dit, mais il vaut mieux prendre un islamiste que d'avoir un groupe armé terroriste qui prenne le pouvoir à la place au niveau de la Syrie. Donc à ce niveau, c'est comme si les gens sont en train d'accepter qu'il soit là. Le Qatar, qui est également un de ses soutiens,
a dit qu'ils vont bientôt mettre leur ambassade au niveau de la Syrie, ben, ça veut dire qu'il y a un point d'entrée également pour, à partir du Qatar, qui joue souvent un rôle de médiateur au niveau du monde arabe, faire de la médiation avec les autres pays arabes pour qu'eux, ils prennent le pouvoir. Donc, c'est eux qui risquent d'être l'élément le plus décisif dans le prochain pouvoir syrien. Pour combien de temps? Ils n'ont rien dit pour le moment. Ils parlent de gouvernement de transition de 3 mois. Alors, Mamadou Diouf, quelle Syrie après la chute de Assad? C'est notre interrogation. Que faut-il retenir de cette interrogation au regard du décor que vous venez de planter? Il faut une Syrie pour les Syriens. Et quand je dis pour les Syriens dans leur diversité. C'est-à-dire permettre à tous les Syriens de pouvoir se rassembler, faire preuve de sursaut et essayer ensemble, bien sûr sous le leadership de HTC, puisque c'est eux qui sont en position de force, de voir quelle Syrie ils veulent mettre en place. Mais les postures ne sont véritablement pas les mêmes, ça il faut le dire clairement. Vous avez des laïcs qui disent qu'il faut une Syrie laïque, vous avez des islamistes qui disent, même si ce n'est pas une Syrie islamiste, il faut que la Syrie s'inspire des principes de l'islam, parce que la Syrie, dans ses textes actuels, ne s'inspire pas de l'islam comme ça se fait dans un certain nombre de pays arabes. Donc l'idéal, c'est une Syrie des Syriens, une Syrie dans laquelle les Syriens parviennent à avoir un minimum en matière de consensus pour aller vers le développement et arrêter de se combattre entre Syriens. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Nour d'Info.